Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique, Souley Bari, voici les titres ouverts ce matin. Le procès Barthélémy Diaz est renvoyé au 25 janvier prochain. Ces décisions du tribunal correctionnel de Dakar permettent une mise en état du dossier par la défense et par la partie civile. Nouvel épisode du dialogue politique. Cet après-midi, le président Macky Sall reçoit le Front Manko Wattu Sénégal. Une rencontre qui doit permettre de rétablir la confiance avant les prochaines élections. Le sculpteur Ousmane Sow est décédé aujourd'hui à Dakar, premier Africain membre de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Il est connu pour ses œuvres géantes. Ousmane Sow avait fêté ses 81 ans le 10 octobre dernier. Son portrait des témoignages dans ce trésor. À suivre également dans ce journal les sports avec Cheikh Tidiane Gaye et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue. Le tribunal correctionnel de Dakar a prononcé ce matin le renvoi du procès de Barthélémy Diaz au 25 janvier prochain. Le député maire, dont l'immunité parlementaire est levée, est poursuivi pour coup mortel dans l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, attaque dans laquelle Ndiaga Diouf a été tué. Le renvoi du procès permet une mise en état du dossier par la partie civile et par la défense. Les explications de maître Aïssata Tall Sall, avocate de Barthélémy Diaz au micro de Demba Diaw. Ce renvoi s'explique. Vous savez que depuis que l'Assemblée nationale a procédé à la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz, c'est maintenant que le dossier a été enrôlé, c'est-à-dire évoqué de nouveau. Et il est de bon ton que le procureur organise la comparution de toutes les parties. Vous avez remarqué vous-même que certaines parties n'ont pas comparu, notamment des prévenus. Donc il est essentiel pour garantir les droits de la défense que tout soit fait pour que ces prévenus-là comparaissent. C'est la raison pour laquelle, et compte tenu de la particularité de ce dossier, qui implique énormément de personnes, en tant que partie civile, en tant que prévenu, en tant que témoin, qu'une audience spéciale soit consacrée à cette affaire. Et c'est le 25 janvier où tout le monde reviendra, et maintenant on passera à l'aspect très très sérieux, plus sérieux en tout cas des choses. Mais cet aspect, c'est les plaidoiries. C'est au procureur de soutenir son accusation, de dire en quoi pour lui Barthélémy Diaz est coupable. C'est à nous de démontrer en quoi il n'est pas coupable. Et nous aurons des joutes absolument intéressantes le 25 janvier. Maître Aïssata Tall Sall, l'avocate de Barthélémy Diaz. Je rappelle que le procès Barthélémy Diaz est renvoyé au 25 décembre prochain. Procès des jeunes de Guet-Ndar à Saint-Louis. L'affaire a été mise en délibéré le 8 décembre prochain. Le parquet a requis 3 ans d'emprisonnement ferme, mais la défense estime qu'il n'y a aucun élément de preuve dans cette affaire. Compte rendu d'audience, Thierno Diallo. C'est finalement jeudi prochain que les 8 jeunes de Guet-Ndar placés sous mandat de dépôt suite aux manifestations du mois de novembre devraient connaître leur sort. Devant la barre, tous sauf un ont nié les faits qui leur sont reprochés et le seul Abou Guène reconnaît seulement avoir participé à la manifestation et n'a pas pris part à la mise à sac des édifices publics. Pour l'agent judiciaire de l'État, il y a eu volonté manifeste d'empêcher aux forces de l'ordre de faire leur boulot et saccage. Pour autant, il ne demandera pas de dédommagement, mais répression des faits. Le parquet, au vu de la gravité des faits justement et de la témérité de ces jeunes, estime que ces jeunes sont des délinquants et des voyous et a requis 3 ans d'emprisonnement ferme. Pour la défense, il n'y a aucun élément de preuve dans cette affaire et les dépositions sont évasives. C'est pourquoi elle a demandé qu'ils ne soient pas condamnés. Selon toujours la défense, la peine doit être adaptée à la réalité sociale et ces jeunes sont des pêcheurs qui nourrissent leur famille, Saint-Louis et le reste du pays. Finalement, pour mieux y voir clair, le président du tribunal a mis l'affaire en délibéré le 8 décembre prochain. Thierno Diallo, Saint-Louis, RTS. Thierno Diallo sur le procès des jeunes de Guet-Ndar. Je rappelle qu'ils ont été interpellés lors des manifestations du 9 décembre dernier contre la destruction de mosquées à Guet-Ndar. Ils sont poursuivis pour destruction, soustraction de données appartenant à l'État, violence, voies de fait avec effusion de sang contre des agents de force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Le président de la République reçoit à 16h les représentants du Front Manko Wattu Sénégal, un front qui regroupe des partis d'opposition. Cette rencontre est un nouvel épisode du dialogue politique et elle n'aura de sens que si elle permet de rétablir la confiance pour aller vers des élections crédibles. Ali Amadou Narfal. Dans le sillage du dialogue entamé le 28 mai dernier avec la classe politique et les autres forces vives, le président de la République reçoit ce jeudi l'opposition regroupée
déroulées au sein de Manko Wattu Sénégal. Ces discussions centrées sur le processus électoral, entre autres centres d'intérêt de l'opposition, doivent permettre la restauration de la confiance entre les deux parties afin de garantir la crédibilité des résultats aux prochaines élections. C'est l'avis du docteur en sciences politiques Maurice Soudiek-John, enseignant à l'UGB de Saint-Louis. Il est impérieux qu'il y ait un accord sur les règles du jeu afin d'assurer la crédibilité des résultats qui en découlent et partant d'assurer également la paix et la stabilité nationale. Le dialogue peut en tout cas relancer ce processus de mise en confiance des différents acteurs et il faut que le pouvoir puisse donner des gages sérieux de dialogue et de négociation sur le processus électoral sans arrière-pensée. Outre la refonte du fichier électoral jumelé à la confection de nouvelles cartes d'identité, la gestion des ressources pétrolières et ce que l'opposition appelle la remise en cause d'acquis démocratiques, l'organisation des élections par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo constitue un point du contentieux politique. Pour Dr Maurice Soudiek-John, le président Macky Sall doit suivre l'exemple de Abdou Diouf en confiant l'organisation des élections à une personnalité neutre. Aujourd'hui, on peut aller vers une hypothèse où on sépare le ministère de l'Intérieur d'avec le ministère chargé d'organiser les élections. Ça fait d'une pierre deux coups. Le président maintient son homme de confiance à l'intérieur et pour donner des gages de crédibilité à l'opposition et remettre en confiance tous les acteurs, que le département chargé des élections soit confié à une personnalité indépendante. Quelle que soit l'issue de ce dialogue, il ne saurait y avoir de perdants ni de vainqueurs à condition que les acteurs ne soient pas animés d'arrière-pensée. Pour l'analyste politique, pouvoir comme opposition ont intérêt à s'accorder sur des règles claires devant arbitrer la compétition électorale. Ali Amadou Narfal, le président de la République, reçoit donc à 16h les représentants du Front Manko Wattu Sénégal. Ce 1er décembre est célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de 18 millions de personnes sont sous antirétroviraux et seulement 54% des personnes infectées par le VIH connaissent leur statut. Au Sénégal, le taux de prévalence est de 0,7%. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour lutter contre le sida, une maladie qui régresse à Thiès. Cette année, le taux de prévalence tourne autour de 0,3%, un résultat obtenu grâce à une large sensibilisation. Hadioum. Avec une prévalence de 0,3%, Thiès a un taux acceptable par rapport au niveau national. Même si cela constitue un acquis, à Thiès, les campagnes de dépistage sont démultipliées. Rien qu'en 2015, 120 000 personnes ont été dépistées, dont 767 diagnostiquées positives. Les tout-petits qui vivent avec la maladie ne sont pas aussi nombreux. Thiès en compte 68 cas. Dr Malik Ndiaye, médecin-chef de la région médicale de Thiès. Les populations vulnérables, chez les prostituées, nous sommes à 0,9%. Mais on essaie d'aller dans les zones où on est sûr qu'il y a des populations vulnérables. C'est la zone touristique de Mbour, les nouvelles infrastructures qui ont été installées à Thiès, les cimenteries, il y a l'aéroport de Thiès. Donc ces gens-là, nous le surveillons. Les hommes en tenue, très nombreux au niveau de la capitale du rail, sont impliqués dans cette lutte. Une sensibilisation qui a porté ses fruits avec un taux de prévalence très faible. Dr Malik Ndiaye. Les transprofessionnels sont les personnes les plus informées sur cela. Nous faisons des tests. Ils ont des taux encore plus bas de prévalence que par rapport à la population autour de Thiès. 1700 personnes vivent avec cette maladie à Thiès. DPV-VIH qui salue les avancées notées dans la prise en charge médicale de cette pandémie. Cet homme qui a préféré garder l'anonymat est le coordonnateur de Djoko, une association qui regroupe des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il nous arrivait de prendre 4 à 6 comprimés par jour, mais maintenant on en prend pour certains un seulement pour les 24 heures. Ces personnes vivant avec le VIH souhaitent être enrôlées massivement dans les mutuelles de santé, une doléance adressée aux collectivités locales. Radioum Thiès, RTS. À Ziguinchor, un dispositif de veille est mis en place pour rompre la chaîne de transmission. Dans cette région, le taux de prévalence tourne autour de 1%. Entre les deux dernières enquêtes épidémiologiques de santé, la région de Ziguinchor a fait un bond qualitatif et qui lui permet de baisser de manière sensible le taux de prévalence du sida. Malgré tout, le taux reste encore au-dessus de la moyenne nationale. Dr Maodo Malik Diop,
commandant la région médicale de Ziguinchor. Par rapport à l'enquête démographique de santé 4 des 5, il y a un progrès en termes de réduction de la prévalence parce que nous sommes passés de 2,3 ou 5% à 1%, un peu en dessous, n'est-ce pas, de la moyenne nationale qui est de 0,7%. Naturellement, Ziguinchor doit surmonter un certain nombre d'obstacles pour se positionner dans une logique d'élimination précoce de la maladie du sida. Ziguinchor fait partie des régions qui sont les plus vulnérables du Sénégal. Nous sommes une région frontalière avec la Guinée-Bissau, nous sommes aussi frontaliers avec la Gambie, donc avec le mouvement des populations. Bon, vous voyez que ça aussi c'est un facteur de vulnérabilité. L'autre facteur aussi, nous avons un tourisme. Conscient de l'influence des voisins sur les efforts de la région, une plateforme sous-régionale est mise en place et sert de cadre aux différents États. Au niveau local, le dispositif de prévention et de prise en charge est élargi à la base pour éliminer d'ici 2030 le VIH-Sida. Ziguinchor Yunus Yeyou pour Radio Sénégal. Au Sénégal, des personnes infectées apprennent à vivre avec la maladie. Elles sont membres du réseau national des associations de personnes vivant avec le VIH. Le président de ce réseau, Amadou Moustapha Dia, est porteur du virus depuis 12 ans. Il a découvert son statut sérologique après un don de sang. Arona Diouf s'est entretenu avec lui. C'était un jour d'octobre 2004 quand Amadou Moustapha Dia a appris l'irréparable. C'est suite à un don de sang au centre de transfusion sanguine. C'est suite à cela qu'il m'a été révélé que j'étais porteur du virus du VIH. Un moment difficile pour lui, surtout qu'il a fallu après travailler d'arrache-pied afin que parents et proches acceptent sa situation. Difficile quand même quand j'ai reçu ça pour la première fois, mais avec le recul, j'ai compris qu'il fallait vivre avec et j'ai essayé. Vous étiez marié? À l'époque? Oui. Oui, j'avais une femme. Comment elle a accueilli? La personne se trouve dans une situation de bouleversement et elle peut même être dans une situation de déni ou même de suicide. Mais elle a compris qu'il fallait qu'elle soit dans une dynamique de créer un environnement favorable pour pouvoir me permettre de vivre positivement ma vie et c'est ce qu'elle a fait. Vous êtes toujours ensemble? Oui, on est toujours ensemble et je pense que seule la mort va nous séparer. C'est mon souhait. J'ai 7 enfants, mais aucun des enfants n'est infecté. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH-Sida doivent faire face au regard de la société. Il y a certains qui le vivent aisément, il y a d'autres qui le vivent difficilement. Ça dépend du niveau de compréhension ou d'acceptation de la personne. Aujourd'hui, au nombre de 17 000 sous anti et rétroviraux, ces personnes vivant avec le VIH ne souhaitent qu'une chose, travailler à créer un environnement favorable leur permettant de vivre positivement. Arona Diouf, en Afrique du Sud, 5000 volontaires testent un vaccin expérimental contre le sida. L'essai clinique a été lancé hier dans une quinzaine de centres dans tout le pays. Pour la première fois depuis l'identification du virus en 1983, les scientifiques pensent avoir trouvé un candidat prometteur. Question d'actualité. Question d'actualité, une émission du journal parlé de Radio Sénégal. Question d'actualité passe au crible l'insécurité avec la recrudescence des agressions et crimes mortels. Ali Amadou Narfal reçoit le professeur Lamine Ndiaye, agrégé de sociologie et d'anthropologie, directeur de l'école doctorale Études sur l'homme et la société de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pourquoi la violence prend de l'ampleur? La société sénégalaise et ses mutations, y a-t-il des remèdes au phénomène? La violence dans tous ses états, c'est ce samedi dans Question d'actualité. Question d'actualité, un samedi sur deux, de 13h30 à 15h sur Radio Sénégal. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h13, session budgétaire 2016. L'examen du projet de budget du ministère de l'Élevage est en cours à l'Assemblée nationale où nous retrouvons Aïssatou Sall. Bonjour. Bonjour, Guédba. Alors les députés, comme je le disais, examinent donc le projet de budget du ministère de l'Élevage. Tout à fait, Guédba, mais actuellement, le ministre Aminata Mbengue Ndiaye vient tout juste de prendre la parole pour répondre aux questions des députés, et des 35 députés donc qui ont pris la parole. Ces députés, après avoir félicité et encouragé le ministre, ils ont fait part de leurs préoccupations qui tournent surtout autour du vol de bétail, un phénomène qui a retenu l'attention des parlementaires. Ces derniers estiment que malgré la récente loi qui a augmenté les peines encourues, il y a une recrudescence des vols. Pour ces députés, c'est l'application donc de la loi qui pose problème.
Ils estiment qu'il faut une solution rapide, mais aussi un renforcement des comités de lutte contre ce fléau. Les députés ont également soulevé la vente de viande à l'air libre. Ils se disent donc préoccupés de la prolifération des vendeurs de viande dans les coins et recoins de Dakar. Ils dénoncent l'existence des abattoirs clandestins et souhaitent que des contrôles nécessaires se fassent de manière régulière. Le secteur de l'élevage étant un secteur très développé, les députés demandent d'infrastructures modernes, en particulier des abattoirs, pour mieux lutter contre l'abattage clandestin. Le lait aussi, on en a parlé, et les députés, les parlementaires veulent plus de surveillance de la production du lait. Pour ces députés, les producteurs doivent être soutenus pour atteindre l'autosuffisance en lait au Sénégal. Les députés déplorent la cherté de l'aliment de bétail. Ils ont appelé à une baisse de cet aliment de bétail. Ils ont également déploré la cherté de la viande et du poulet. Plusieurs députés ont salué la bonne organisation de l'opération Tabaski 2016. Cela malgré l'inquiétude notée avant l'événement. Le projet donc de loi 2017 du ministère de l'Élevage et des Productions Animales est arrêté à la somme de 22 milliards 300 millions de francs CFA contre 14 milliards 920 millions de francs CFA en 2016, soit une hausse de plus de 7 milliards 300 millions de francs CFA. Voilà donc pour l'examen du projet de budget 2017 du ministère de l'Élevage par les députés. Le budget qui va être voté d'un moment à l'autre. Merci Aïssatou Sall en direct de l'Assemblée nationale. Et cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères défendra le budget de son département. Le village de Ouakam est sans eau depuis hier soir. Cette situation est due à la panne d'un forage. Selon le directeur de la communication de la Sénégalaise des eaux, Ndiaye Diop déclare que les techniciens sont à pied d'œuvre pour résoudre ce problème. En attendant, des camions-citernes sont mis à la disposition des populations de Ouakam. Le directeur de la communication de la SDE, Ndiaye Diop, joint par Aminata Faïdia. Présentement, nos équipes sont en train de faire les diagnostics pour comprendre un peu les raisons, mais la conséquence, elle est actuellement vécue par les populations de Ouakam. C'est présentement un manque d'eau presque total pour plusieurs quartiers, notamment la mosquée Divinité, le quartier Laj Malissi, Mamel Aviation, Cité Assemblée, entre autres. Mais pour l'heure, nous avons décidé d'envoyer à titre conservatoire et provisoire des camions-citernes pour sillonner les quartiers qui sont touchés afin de pouvoir alimenter, ne serait-ce que provisoirement, par camions-citernes, les populations, en attendant que la solution définitive soit trouvée pour essayer de réalimenter correctement toutes ces populations qui sont actuellement sans eau au niveau de Ouakam. Ndiaye Diop, directeur de la communication de la STE sur les perturbations dans la distribution de l'eau à Ouakam, situation due à la panne d'un forage. Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow est décédé aujourd'hui à Dakar. Il est le premier Africain membre de l'Académie des Beaux-Arts à Paris, connu pour ses sculptures géantes. Son exposition sur le Pont des Arts en 1999 avait attiré plus de 3 millions de visiteurs. Ousmane Sow avait fêté le 10 octobre dernier ses 81 ans. Demba Diaw dresse le portrait de l'artiste. Ousmane Sow est né à Dakar en 1935. Il n'était pas un simple sculpteur sénégalais. Le commandeur de la Légion d'honneur, commandeur des arts et lettres et commandeur de l'Ordre national du Lion était aussi l'une des plus grandes figures de l'art contemporain africain, exposée et reconnue dans le monde entier. Le défunt avait renoncé à son projet d'intégrer l'école des beaux-arts, faute de moyens, quand il arriva en France en 1957. Grâce à un don ou à son talent de sculpteur, il devient en décembre 2013 le premier Africain de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Selon des témoignages des présidents sollicités, ses œuvres magnifiques, l'une d'elles, Zoulou, a coûté la bagatelle de plus de 345 millions de francs CFA en 2014. Il devenait ainsi le premier Africain à battre un record mondial de vente d'œuvres d'art. Sculpteur depuis l'enfance, puis tout en exerçant par la suite le métier de kinésithérapeute, c'est seulement à l'âge de 50 ans qu'il décide de se consacrer entièrement à la sculpture. Révélé en 1987 au Centre culturel français de Dakar, l'artiste a exposé dans plusieurs pays du monde. Ousmane Sow se consacrait principalement à la représentation de l'être humain. Sa dernière création est une sculpture intitulée « Le paysan ».
Avec la disparition de Ousmane Sow, le Sénégal perd un homme d'une dimension exceptionnelle. Ousmane Sow laisse derrière lui une œuvre monumentale à l'image de son physique d'athlète. Le témoignage de Vieux Diba, président de la plateforme des arts visuels du Sénégal, interrogé par François-Xavier Dia. Nous venons de perdre un homme exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel par sa taille, il est excessivement grand, mais aussi grand par ce qu'il a apporté à la création contemporaine mondiale, africaine et sénégalaise. Ousmane Sow d'abord était un kinésithérapeute, c'est-à-dire l'art de toucher le corps, le modèle de sentir. Cette problématique de toucher le corps a influencé sa pratique artistique et du monumental. La question du corps, l'esthétique, la beauté, la matière, mais surtout ce qui révolutionne chez Ousmane Sow, il a créé une matière. C'est pas seulement la forme, il a créé une matière qui est créée de substances dont il a le secret. Le rôle des artistes, c'est de signifier le monde, de donner un sens à la vie. Il a donné un sens à la vie. Mais justement, M. Diba, il s'était un peu spécialisé dans des œuvres gigantesques, hein, les colosses comme on les appelait, avec ses expositions en France et un peu partout. Et vous savez, les artistes, leur œuvre, c'est leur propre reflet. C'est-à-dire que le corps ne ment pas. Les gens expriment ce que leur corps ne leur rend. C'est-à-dire que lui-même, il est physiquement grand et il a une certaine idée de la culture. Et du point de vue thématique, il s'intéresse à des thèmes historiques et des personnalités historiques. Donc, Ousmane, c'est d'abord une œuvre qui a une dimension à la fois historique, en mettant en relief des personnages importants comme Victor Hugo, Toussaint Louverture, et mettre l'accent sur des peuplades africaines qui ont eu une certaine dimension esthétique, une profondeur culturelle extraordinaire, comme le Zoulou et les Maasai. Et surtout, il s'intéresse à la question de la sensibilité humaine. Je crois que c'est extrêmement important, et c'est ce qui fait que le Sénégalais a porté en lui un élément extrêmement important, un élément essentiel dans l'expression de son art et de sa culture. C'était le témoignage de Vieux Diba, président de la plateforme des arts visuels du Sénégal, après le décès ce matin du sculpteur Ousmane Sow. Il est le premier Africain membre de l'Académie des Beaux-Arts à Paris, connu pour ses œuvres géantes. Ousmane Sow avait 81 ans. 13h21 à Matam, où les éléments de la gendarmerie viennent de mettre la main sur 26 kg de chanvre. Les saisies ont été opérées par les éléments de Waoundé et de Agnam. Les hommes en bleu décident ainsi d'accentuer la lutte contre le trafic international de chanvre d'Aoudagnan. À Matam, c'est une bataille que les forces de sécurité et de défense comptent gagner. À défaut, il espère pouvoir la réduire drastiquement. Il s'agit là du trafic grandissant de stupéfiants, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la région, particulièrement celui du trafic international de chanvre indien entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Pour ce coup-là, ce sont les éléments de brigade de gendarmerie de Waoundé et de Agnam qui se sont signalés de fort belle manière. À Waoundé, pour la circonstance, ce sont deux femmes qui ont été arrêtées en possession de 10 kg de chanvre indien. Selon les informations disponibles, cette dernière était venue prendre livraison de la marchandise auprès d'un trafiquant malien pour se rendre en Mauritanie. Munis d'un renseignement, les éléments de patrouille de la gendarmerie, après une filature de toute une journée, ont réussi à mettre la main sur les deux femmes à bord d'un véhicule. À Agnam, là aussi, c'est une autre piste et non pas des moindres qui a été effectuée par les éléments de la gendarmerie, notamment un chargement de 16 kg de chanvre indien à bord de moto Jakarta, chargement dont les convoyeurs ont réussi à prendre la clé et des champs RTS Matam. D'Aoudagnan, merci. Pas de communication possible avec la Gambie aujourd'hui, jour d'élection présidentielle. Les liaisons téléphoniques et la connexion à Internet sont interrompues. 3 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle et 2 sortent du lot. Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans et Adama Barrow choisi par l'ensemble des partis d'opposition. 13h23, l'actualité des sports est présentée en direct par Cheikh Tidiane. Bonjour. Bonjour. Le ministre des Sports installe des fédérations et comités nationaux de promotion du sport. Matarba va énoncer pour 6 fédérations comités les missions, objectifs et règles de bonne gouvernance. Les structures concernées sont les fédérations sénégalaises de randonnée pédestre, des sports équestres et de boxe et les comités nationaux de promotion des jeux d'échecs de la savate boxe française et le CNG, Comité national de gestion de la lutte. La cérémonie a démarré à 11h et va se poursuivre jusqu'à 15h. Nous y reviendrons avec notre reporter sur place, Thierno Diallo. L'affiche de la finale du tournoi de football de l'UEMOA sera connue cet après-midi. Ce sera au terme des matchs du groupe B qui se joue à partir de 15h. Le Sénégal face à la Guinée-Bissau au stade Kégué de Lomé. Le Burkina Faso qui affronte le Bénin au stade municipal de Lomé. Les Lionceaux ont besoin d'une victoire pour être sûrs de jouer la finale de samedi. Le Sénégal totalise
totalise 4 points devant la Guinée-Bissau et le Burkina Faso 3 points. L'équipe classée première jouera contre le Mali qui a terminé hier en tête du groupe A après sa victoire sur la Côte d'Ivoire 1-0 et a totalisé donc 7 points. La 5e journée de la Ligue professionnelle est programmée le week-end. Les matchs à suivre en Ligue 1, Niary Tally Jaraaf, Teungueth FC contre Diambar, Douane Casa Sport ou encore Stade de Mbour Linguère avec le nouvel entraîneur portugais Salvador. En Ligue 2, dès demain, 2 matchs avancés, Renaissance Yogo à 15h30 et AS Pikine Sonacos, le leader, à 17h30 au stade Amadou Barry de Guédiawaye. CAN féminine de handball, le Sénégal fait face à la Côte d'Ivoire pour une place en quart de finale. Les Lions du hand devraient s'imposer pour également éviter de croiser à nouveau l'Angola en quart ou en demi-finale. Les Sénégalais sont actuellement deuxième avec 2 points derrière l'Angola, 6 points. L'Angola qui survole la compétition pour le moment bien sûr. Le Cameroun est troisième avec 2 points. La Côte d'Ivoire quatrième avec également 2 points. Au programme donc de cet après-midi, Sénégal-Côte d'Ivoire c'est à 18h et dans le même groupe A à 16h RDC contre Cameroun. Notez que l'Angola est exempté ce soir et puis à 14h dans le groupe B, Guinée-Algérie. C'était les sports avec Cheikh Tidiane Ndiaye, merci. À présent, la revue de presse est avec Arona Diouf. Procès de Barthélémy Diaz et rencontre au palais un jeudi de toutes les incertitudes. Selon la presse, audience, coïncidence, relève la tribune dans son billet du jour. Dialogue politique d'abord. Que fait l'opposition au palais? Se demande Birima. Pas grand-chose si l'on sait que le dialogue entamé le 28 mai dernier devrait normalement, de l'avis de mon confrère, permettre de mieux se concentrer sur le processus électoral et réduire à néant les fortes incompréhensions. Idi Gakou, liste Vox Populi, Abdoul Mbaye Sonko. Bout de l'audience, constat alors de mon confrère Macky face au second couteau de Manko Watou Sénégal. L'observateur quotidien, lui qui relève ce jeu de cache-cache, s'interroge sur cet homme merta de la composition de la délégation de Manko Watou Sénégal, parce que jusqu'à hier tard dans la soirée, le format de la rencontre restait selon l'Obs à être déterminé, car la réunion de coordination entre le front et le cabinet présidentiel pour établir le canevas de travail ne s'est finalement pas tenu. Alors à Manko Watou Sénégal, renseigne ma consoeur du journal, la décision a été prise de faire les réglages sur place. Sacrée opposition sénégalaise, écrit Alham, mon confrère biétiste de Vox Populi, pour qui jamais ces leaders ne s'entendent sur l'essentiel au moment cruciaux. Chaque fois que l'opposition doit être unie pour faire face à un pouvoir, il y a toujours un pelé et deux tendus qui cassent la dynamique. Et en vérité, estime Libération Quotidien, aucun leader de Manko Watou Sénégal n'a dit qu'il n'est pas d'accord avec l'audience prévue au palais aujourd'hui. Le problème, souligne Cheikh Mbacké Guissé, est que tout le monde veut faire partie de la délégation, mais cela ne doit pas surprendre parce que c'est typiquement sénégalais de la vie de Vox Populi, pour qui on est formaté comme ça. La fatuité fait qu'on croit que le monde ne doit tourner qu'autour de soi. La rencontre entre l'opposition donc et le président de la République, c'est aujourd'hui. Le procès de Barthélémy Diaz, c'est aussi aujourd'hui, et comme prévu, indique Enquête Quotidien, Barthélémy Diaz s'est prononcé hier à 24 heures de son procès. Dans les colonnes de tous vos journaux, ou presque ce matin, Barth enfonce Wade et met le chef de l'État devant ses responsabilités, décryptant ce qu'il appelle l'attaque de Diaz. Le Quotidien estime qu'il n'est pas décidé à aller à Canossa, car au moment de répondre devant la justice de son pays de ce crime dont on l'accuse, il ne fait pas profil bas, bien au contraire. Et un bon disciple de Clausewitz, il a compris que la meilleure défense consistait, selon Sucré Salé, à attaquer en premier, et il ne s'en prive pas. Il prend d'emblée du gros calibre, et tant pis pour les dégâts collatéraux. Barthélémy Diaz, du coup, qui convoque Macky au tribunal. Le député maire de Mermoz Sacré-Cœur, qui tient ensuite, selon Walf Quotidien, à faire comparaître Maître Wade, qui l'accuse d'avoir avoué sur RFI être l'employeur des assaillants. Et sa stratégie, explique-t-il dans la presse, je le cite, physiquement, je viendrai au tribunal, mais je ne participerai pas à un complot politique. Et puis la série macabre continue. Une dame de 58 ans violée puis étranglée à Bignona, informe Rewmi Quotidien. Et cette série de meurtres au Sénégal qui fait parler le directeur général de la police nationale ne voit pas une situation d'insécurité au Sénégal. Pour Oumar Mal, donc,
repris par Enquête Quotidien. Il s'agit en fait de violences domestiques que la police ne peut gérer ainsi. Oumar Tacle, le quotidien à sa une, ne voit pas le mal dans le pays. 13h29, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres ouvert ce matin. Le procès Barthélémy Diaz est renvoyé au 25 janvier prochain. Cette décision du tribunal correctionnel de Dakar permet une mise en état du dossier par la défense et par la partie civile. Procès des jeunes de Guet-Ndar à Saint-Louis. L'affaire a été mise en délibéré le 8 décembre prochain. Le parquet a requis 3 ans d'emprisonnement ferme et la défense estime qu'il n'y a aucun élément de preuve dans cette affaire. Nouvel épisode du dialogue politique. Cet après-midi, le président Macky Sall reçoit le Front Manko Wattu Sénégal, une rencontre qui doit permettre de rétablir la confiance avant les prochaines élections. Puis le sculpteur Ousmane Sow est décédé aujourd'hui à Dakar, premier Africain membre de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Il est connu pour ses œuvres géantes. Ousmane Sow avait 81 ans. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation François-Xavier Thiaw, Cheikh Tidiane Ndiaye et Marianne Ndiaye, à la technique RSI Souley Bari, National Tchabasek, Sedem Ousmane Diop. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.